Voilà. Mmh. Alors, bienvenue à tous. Il est 11 h, on va pouvoir commencer cette webconférence. Donc, bienvenue à la 37e webconférence de la PCC qui est sur le thème donc, de air, climat, énergie, quels indicateurs pour un suivi efficace de vos territoires. Je suis Suzy Cantrell, chargée de communication à la PCC. Et j'ai avec moi aujourd'hui Sarah Marquet, qui est à la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone au pôle aménagement des villes et territoires de l'ADEME, donc, que vous avez dans la caméra, donc, qui est en haut à gauche. Nous avons ensuite Hervé Philippot, qui est directeur adjoint, coordinateur de l'Observatoire régional énergie, biomasse et gaz à effet de serre, donc de la REC Nouvelle-Aquitaine, AREC qui est l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat, qui est en bas à gauche. Et nous avons Camille Weiss, j'espère que je n'écorche pas le nom de famille, responsable unité inventaire air, climat, énergie au pôle production de l'Atmo Grand Est, qui est donc en bas à droite. Voilà pour nos intervenants pour cette heure. Je vais vous présenter l'agenda de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc, je vais vous faire d'abord une toute petite introduction pour vous présenter la PCC et vous parler un peu des modalités logistiques. Ensuite, vous aurez une présentation donc sur les indicateurs territoriaux climat, air, énergie, les généralités, consommation d'énergie, production d'énergie renouvelable. Ensuite, une première session de questions-réponses où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à ce sujet-là. Ensuite, donc, une deuxième présentation qui sera plus sur les émissions de gaz à effet de serre, la séquestration carbone et la qualité de l'air extérieur. Une deuxième session de questions-réponses pour pouvoir poser toutes vos questions. Et enfin, on terminera par une conclusion avant midi. Alors, donc, rapidement, qu'est-ce que la PCC? Donc, la PCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement. C'est une association qui rassemble des experts et des bureaux d'études qui conseillent et qui accompagnent les entreprises et les collectivités au quotidien sur tous les sujets qui sont liés au climat, à la transition énergétique et à l'énergie. Et donc, notamment, une de nos missions, c'est d'informer, de donner des clés, de diffuser des bonnes pratiques sur ces sujets-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette webconférence aujourd'hui pour vous. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'outil de chat. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation et elles seront traitées en 2 sessions, comme on l'a vu dans l'agenda, par nos intervenants. Et enfin, pour les slides et le replay de cette webconférence, ils seront disponibles normalement sous quelques heures sur le site de la PCC. C'est possible que ça prenne un jour ou deux, mais normalement, c'est très rapide. Voilà. Je vais maintenant passer la main, donc, je suppose que c'est Sarah qui commence. Voilà. Merci Suzy et bonjour à tous. Alors avant que Camille et Hervé abordent plus précisément les indicateurs, je vais présenter simplement le contexte et le déroulement de la conférence. Alors le contexte, c'est ce sur quoi on s'appuie pour cette conférence, c'est-à-dire une publication que le Club STEP a réalisée sur les indicateurs climat, air, énergie. Et le déroulement, alors on va aborder les thématiques de la publication pour pouvoir vous présenter la publication et aller plus loin. Et on va à chaque thématique commencer par une question, un quiz, une question à choix multiples à laquelle vous serez invité à répondre directement sur votre écran. Alors pour commencer, je vais vous poser une première question, c'est un peu une mise en jambe. Qu'est-ce que signifie Club STEP? Donc c'est juste un exemple, hein, donc il y a 4 réponses possibles. Première réponse, station d'épuration. Station de transfert par pompage, deuxième réponse. Troisième réponse, synergie pour la transition énergétique par la planification. Et quatrième réponse, solution de transports environnementaux en partenariat. Alors, on voit les résultats, les votes. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont pu voter. Est-ce que tout le monde a bien répondu? On peut voir les résultats et en tête, la troisième réponse, synergie pour la transition énergétique par la planification.
Eh bien, bravo, même si ça peut signifier d'autres choses, c'est bien cette réponse-là pour le Club STEP, c'est bien cette réponse-là dont il est, qui est la bonne, pardon. Et je passe donc à la suite pour présenter, le Club STEP. Merci. Alors le Club STEP, c'est une démarche partenariale impulsée par l'ADEME pour accompagner les collectivités territoriales. Il réunit les partenaires de l'ADEME, porteurs de politiques publiques ou de relais d'ingénierie, sur la planification territoriale et urbaine, énergie, air et climat. Elle réunit donc au-delà de l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le CEREMA, Atmo France, la Fédération nationale des CAUE, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Amorce, Energy Cities, la Fédération locale des agences locales de l'énergie et le réseau des agences régionales de l'énergie climat. Le Club STEP a produit un certain nombre de publications depuis sa création. La première a été, la publication sur, les données énergétiques territoriales et ce qui change pour les collectivités avec la mise à disposition des données, de transport, de distribution, de consommation d'énergie suite à la mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et son article 179. La deuxième publication, concerne les enseignements, les retours d'expérience d'utilisation de ces données, récemment mises à disposition. Et la troisième publication, en 2019, vise à compléter cette approche, par les données de transport, distribution, consommation, par l'étude des potentiels maîtrise de l'énergie, des émissions polluantes et des émissions de gaz à effet de serre et du développement des énergies renouvelables. Voilà les 3 premières publications et ces 3 premières ont été complétées cette année, en début d'année, par une publication plus longue, elle faisait 4 pages, celle-ci en fait 12, sur les indicateurs climat, air, énergie, les indicateurs territoriaux. C'est une note de recommandation, qui permet d'aider à choisir et à savoir comment, les utiliser au mieux. Pour accompagner les collectivités dans la définition de leur politique publique territoriale et notamment les démarches, Citergy. Ce document est constitué de 5 parties principales et ce sont ces 5 parties que nous allons, aborder aujourd'hui. Consommation d'énergie, production d'énergie renouvelable, émissions de gaz à effet de serre, séquestration de carbone, qualité de l'air extérieur. Donc 5 thématiques, pour lesquelles à chaque fois on retrouve des recommandations opérationnelles pour l'élaboration de ces indicateurs. Voilà pour la présentation de cette publication rapide, hein, parce qu'on va aller dans le détail, juste après. Simplement pour rappeler que les temps de questions-réponses se situent, après les 3 blocs. Donc, on va d'abord avoir, 3 parties, des généralités, puis consommation et production d'énergie, avant de passer à la session de questions-réponses. On répondra aux réponses, s'il y en a beaucoup, par groupe de réponses. Voilà pour cette introduction. Je laisse donc la parole à Camille pour la partie généralité. Merci Sarah. Alors j'espère que vous m'entendez tous. Du coup, pour passer à cette partie généralité, il y a aussi un petit quiz. Suzy, s'il te plaît. Merci. Donc c'est la question 2. Hop. Question 2. Que signifie diminution des émissions de gaz à effet de serre de 20%? Donc première réponse, que l'on a atteint l'un des objectifs nationaux de transition énergétique. Deuxième réponse, que l'on a atteint l'un des objectifs européens du paquet énergie-climat. Troisième réponse, pas grand-chose. Et dernière réponse, le nouveau cri de guerre d'Obi-Wan Kenobi. Donc on voit aussi les réponses qui arrivent, avec notamment la réponse 2, la réponse 3. Il reste encore un petit peu de monde qui n'a pas répondu.
Voilà, donc les réponses se stabilisent. On est effectivement, vous pensez donc que c'est soit on a atteint l'un des objectifs européens du paquet énergie-climat, soit que cela ne signifie pas grand-chose. Donc c'est plutôt la réponse 3, pas grand-chose en réalité, qui est la bonne réponse à cette question. Alors, on peut sortir du quiz pour revenir à la présentation. J'arrive pas à passer à la diapo suivante. Ça y est. Passer à la diapo suivante. Ça y est. Voilà, donc pas grand-chose en fait. Effectivement, si on ne précise pas de quelle année de référence on parle, on ne sait pas finalement ce que ça veut dire une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 20%. Donc dans cette publication du Club STEP, on a mis en avant un certain nombre de recommandations d'ordre général. La première étant qu'il faut toujours préciser l'unité dans laquelle on parle. Il faut toujours préciser aussi le format de rapportage utilisé. Donc, dans le cadre des plans climat et énergie territoriaux, il y a un format de rapportage bien spécifique. Préciser également les sources bibliographiques et les méthodologies de référence utilisées. Et puis indiquer l'année de référence en cherchant à avoir, si possible, une cohérence avec les objectifs régionaux ou nationaux pour pouvoir comparer par rapport aux trajectoires nationales. Donc, à noter une distinction par rapport à ces années de référence générales qu'on peut avoir. Donc, généralement, c'est 1990 qui est utilisé comme année de référence pour les émissions de gaz à effet de serre, 2012 pour tout ce qui est production d'énergie et consommation d'énergie, et 2005 pour tout ce qui est émissions de polluants atmosphériques. Donc ça, c'est vraiment lié à des plans et des programmes nationaux, à la stratégie nationale bas carbone, au code de l'énergie et au plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. On passe ensuite maintenant à la partie consommation d'énergie. J'arrive toujours pas à passer. Voilà. Donc consommation d'énergie, je laisse la parole maintenant à Hervé pour reprendre la suite. Merci Camille, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien également. Et donc on va enchaîner sur cette partie sur les consommations d'énergie avec une nouvelle question. Donc Suzy, s'il vous plaît, si vous pouvez afficher la troisième question. Voilà, il s'agit donc de savoir quel est l'impact de la météo et notamment de la rigueur climatique sur les consommations d'énergie des bâtiments entre une année froide et une année chaude. Alors plusieurs réponses, soit c'est assez peu significatif, on ignore l'épaisseur du trait. 5%, donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. 20% d'écart, ce qui correspond presque finalement à l'objectif de réduction des consommations d'énergie. Ou alors 50%, et donc évidemment le réchauffement climatique pour diminuer nos consommations d'énergie. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre et on analysera ensuite vos réponses. Allez, les votes se stabilisent, donc on va pouvoir, je pense, s'arrêter là. Voilà, donc on a les réponses 2 et 3 quasiment à égalité, un petit peu plus pour donc la deuxième réponse. Alors la bonne réponse, c'est la troisième, c'est 20%. Donc il est important effectivement de bien tenir compte de ces corrections climatiques et de savoir si on affiche les consommations d'énergie en données réelles ou en données corrigées du climat lorsqu'on parle de ces indicateurs-là. Alors au niveau de la note, on a fait donc plusieurs recommandations sur la partie, sur le chapitre donc sur les consommations d'énergie.
On vient de le voir, il est important de préciser finalement que les consommations d'énergie sont exprimées soit à climat réel, soit à climat normal. Vous avez sur le petit graphique en bas à gauche de la diapositive qui est affiché l'évolution de l'indice de rigueur climatique sur les 30 dernières années à peu près. Et vous voyez notamment que l'année 2010, on a eu un indice de rigueur climatique très élevé, puis l'année 2011, un indice de rigueur climatique très faible. Et bien, il faut bien voir que au niveau des consommations d'énergie réelles, on a eu des écarts assez sensibles, hein, notamment donc, dans les consommations d'énergie des bâtiments, qui s'expliquent du coup par cette rigueur climatique. Donc quand on veut pouvoir comparer les choses d'une année sur l'autre, il faut évidemment tenir compte de cette rigueur. Et on parle alors en consommation d'énergie corrigée du climat, de façon à pouvoir s'affranchir finalement de cette rigueur hivernale dans l'analyse des évolutions des consommations d'énergie. Il y a d'autres paramètres qui sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est de quel type de consommation d'énergie on parle. Donc il y a plusieurs terminologies importantes. La première, c'est l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie finalement qui est disponible dans l'environnement, le pétrole, le charbon, l'uranium, et qui est finalement disponible avant transformation, extraction et transformation. Et donc une fois qu'on a extrait et transformé cette énergie, on dispose du coup d'une énergie secondaire qui peut ensuite être transportée et acheminée jusqu'au consommateur. Et l'énergie finale, donc, qui est utilisée par le consommateur et le dernier maillon. Ce qu'on voit généralement dans les bilans de production de consommation d'énergie, c'est des données qui sont présentées en énergie primaire et en énergie finale. Mais voilà, systématiquement, il est important de bien préciser de quoi on parle pour pouvoir, là encore, comparer les choses. Et puis, un petit peu comme toute grandeur physique, on se retrouve fréquemment avec un grand nombre d'unités qui permettent de caractériser ces grandeurs. Donc pour les consommations d'énergie, on a des gigajoules, des TEP, des kilowattheures qui peuvent être exprimés en PCI ou en PCS, donc pouvoir calorifique inférieur ou pouvoir calorifique supérieur. Là encore, il est important de bien préciser les unités qui sont utilisées pour afficher les données, de façon à pouvoir comparer les choses d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et puis enfin, dernière recommandation, c'est de bien préciser la liste des énergies, la liste des secteurs qui sont considérés pour pouvoir réaliser les bilans, là aussi dans une optique de pouvoir comparer les choses sur les mêmes périmètres. On va passer maintenant au chapitre sur la production d'énergie renouvelable, avec une nouvelle question. Donc Suzy, je vais vous demander d'afficher la 4e question. Donc on va vous demander quelle est la filière de production d'énergie renouvelable qui est prépondérante en France, selon vous. Est-ce que c'est l'hydraulique? Est-ce que c'est le bois énergie? Est-ce que c'est l'éolien ou le photovoltaïque? Donc on vous laisse là aussi quelques instants pour répondre avant d'analyser les résultats. Bon, je vois que les votes se stabilisent avec une majorité de réponses A sur donc, la filière hydraulique. Et bien ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était le bois énergie. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec la diapo suivante. Voilà. Donc, qui présente une infographie finalement des énergies renouvelables en France sur l'année 2017. C'est une infographie qui est issue du bilan produit par le ministère de la Transition écologique et notamment de son service sur les données et statistiques. Donc, on voit que le bois énergie représente 40% de la production primaire d'énergie renouvelable en France. C'est la filière qui se situe en termes de production loin devant les autres. L'hydraulique n'arrive qu'en 2e position avec 16,7% et juste devant donc la production de biocarburants en région.
Donc ce bois énergie, à noter qu'il est essentiellement utilisé pour des besoins thermiques, hein, donc du chauffage en fait. On a une petite partie de bois énergie qui peut également être utilisée pour de la production d'électricité, mais c'est essentiellement de la production de chaleur et de la chaleur qui est plutôt utilisée finalement par les ménages pour chauffer leur logement. Hein. C'est principalement l'utilisation du bois énergie en France. Elle se situe donc dans le secteur résidentiel et donc on va retrouver de la consommation de plaquettes forestières, de granulés et principalement là aussi de bois bûche, hein, qui est finalement la forme de bois énergie encore la plus utilisée au niveau du territoire français. Voilà, donc ça c'était pour la petite information sur le mix énergétique renouvelable français. Une autre information avec des recommandations qui figurent dans cette note qui concerne un indicateur dont on parle assez fréquemment et que les collectivités retrouvent généralement dans l'élaboration de leur planification climat et énergie. C'est cet indicateur qui met en regard les énergies renouvelables avec la consommation d'énergie finale totale. Alors, il peut être constitué de deux manières, cet indicateur. Au niveau français, et ça découle d'une directive européenne, on parle d'un ratio donc, de consommation d'énergie renouvelable rapporté à une consommation d'énergie finale totale. Finalement, cet indicateur-là, il permet de montrer le développement des énergies renouvelables sur un territoire et notamment après la consommation de ces énergies renouvelables. Il va y avoir par exemple des approches sur tout ce qui concerne la mobilité, où on va intégrer la part de biocarburant qui est consommée dans le secteur des transports dans cet indicateur-là, même si au niveau de votre territoire, de votre département, de votre région, vous ne disposez pas d'unité de production de biocarburant. Voilà. Donc on est sur une approche de consommation d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie finale. Et c'est à distinguer finalement d'un autre indicateur qui est souvent plus simple à calculer à une échelle territoriale plus fine, et qui permet finalement de mettre en regard plutôt la partie production d'énergie renouvelable et donc la dynamique d'un territoire en termes de développement des énergies renouvelables sur la consommation totale d'énergie. Et là, du coup, ça va permettre de suivre une dynamique par rapport à une indépendance aux énergies fossiles notamment, et une dynamique par rapport au développement des différentes filières. Donc là aussi, sur ces indicateurs, il est bien important de préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on est également en énergie primaire ou en énergie secondaire? Est-ce qu'on est sur un ratio plutôt directive ou indépendance énergétique? Du coup, on a terminé sur cette première partie. Je te redonne la main, Sarah, pour les échanges. Je crois qu'on ne t'entend pas, Sarah. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, ok, pardon. Donc je reviens un petit peu sur le schéma que tu as présenté, Hervé, parce que j'ai eu une question là-dessus dans le chat, sur le fait que la pompe à chaleur est indiquée parmi les productions d'énergie renouvelable. Donc voilà, savoir si tu pouvais expliquer pourquoi. Bien sûr, alors quelques précisions sur cette filière pompe à chaleur. Toutes les pompes à chaleur, effectivement, ne sont pas considérées comme des équipements de production d'énergie renouvelable. En fait, ça va dépendre de caractéristiques techniques de ces équipements-là, et notamment d'une caractéristique qu'on appelle le coefficient de performance, le fameux COP, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce terme-là, et qui va permettre de dire, en fonction donc de la performance justement d'un équipement, s'il peut être considéré comme producteur d'énergie renouvelable ou non. Et puis il y a un autre critère à prendre en compte sur cette filière des pompes à chaleur, c'est dans quel milieu finalement on vient puiser les calories.
Tout ce qui est équipement qui permet d'aller puiser les calories dans le sol ou dans les nappes, dans les aquifères, donc, sont considérés comme des équipements de production d'énergie renouvelable. En revanche, tout ce qui permet de récupérer des calories dans l'air ambiant ne sont pas considérés dans les filières de production d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, dans le secteur résidentiel notamment, où se développe le plus cette filière de pompes à chaleur, sont essentiellement installées en fait des pompes à chaleur air-air, donc qui viennent récupérer des calories dans l'air extérieur, et ces équipements-là ne sont pas considérés dans la production d'énergie renouvelable. Merci. J'ai plusieurs questions ensuite sur le bois énergie, sur le fait... Oh, pardon. Allô? Ouais, pardon. Sur le bois énergie, excusez-moi. Donc, pourquoi tu as dit, Hervé, c'est encore la plus utilisée, là, le bois bûche, par rapport à du granulé? Est-ce que c'est mieux d'utiliser du granulé? Et pourquoi, compte tenu de la multiplicité des systèmes de chauffage bois, comment la production bois énergie est mesurée? Alors, c'est évidemment une estimation, parce qu'on va pas, que ce soit au niveau France, au niveau régional ou dans les territoires, au niveau régional ou dans les territoires, compter les bûches que peuvent mettre les habitants dans leur résidence principale. Donc c'est sur la base d'estimation, à la fois par rapport aux caractéristiques du parc de logement et donc des besoins énergétiques que peuvent exprimer finalement les différents ménages. Mais ces informations-là, elles sont également croisées avec tout ce qui peut être prélevé dans le milieu. Donc on dispose aussi d'informations sur les prélèvements de bois dans les forêt. Et donc ces choses-là sont recoupées pour arriver à un chiffre qui soit le plus juste possible. Mais bien évidemment, on est sur une estimation. Et puis ensuite, sur la partie, sur la typologie de combustible, alors il y a différents, donc je l'ai dit, il y a les granulés, les plaquettes, le bois bûche essentiellement. Ces typologies de combustibles en fait vont permettre d'avoir une efficacité aussi au niveau du chauffage qui peut être différente. Et ça va avoir des impacts à la fois en termes de consommation de ressources, puisque par exemple sur des équipements qui fonctionnent au granulé, on est généralement sur des équipements qui sont performants et donc qui vont permettre, pour un même besoin de production de chaleur, de consommer moins de ressources, avec du coup derrière aussi des effets positifs en termes de qualité de l'air. Peut-être que Camille pourra compléter là-dessus. Mais je confirme qu'effectivement, il y a aussi des impacts sur la qualité de l'air derrière, en fonction de l'humidité du bois notamment. C'est plus facile de gérer l'humidité sur des granulés que sur du bois bûche en cheminée ou en fonction de sa provenance. Et puis effectivement, par rapport au calcul de la production de bois énergie, c'est vrai qu'on utilise encore beaucoup l'estimation que la consommation de bois énergie est égale à la production de bois énergie en France en tout cas, et puis à l'échelle des grandes régions. Alors, je vois une nouvelle question de la part de Christelle qui s'intéresse directement aux indicateurs comme le temps file. Je propose qu'on réponde d'abord à ces questions-là maintenant. Donc, Christelle qui parle de PCAET. Alors, je remonte un petit peu dans le chat. Il est mentionné le ratio consommation ENR sur conso total, mais il est impossible de le mesurer localement. Il est impossible de mesurer localement les consommations ENR. Donc, si on répond par production ENR sur consommation totale, est-ce que c'est OK? Donc, j'ai remis la slide qui pose la question des ratios des différents rapports. Oui, là-dessus, ça va être un petit peu à l'appréciation des services de l'État, hein, finalement, quand ils vont regarder votre document de planification. Je pense que si vous apportez les justifications
comme quoi l'estimation de la consommation d'énergie renouvelable est un indicateur qui peut être compliqué à calculer sur votre territoire. Voilà, il n'y aura pas de problème particulier. Maintenant, c'est vrai que cet indicateur, donc je parlais il y a la partie des biocarburants. Bon, bah, quand on connaît la consommation de produits pétroliers dans le secteur du transport routier sur son territoire, on sait assez facilement du coup estimer à partir des ratios nationaux d'incorporation de biocarburants finalement combien on consomme de biocarburants. Et puis après, il y a quelques règles sur certaines filières où il est nécessaire de normaliser certaines productions. Je pense notamment aux filières hydrauliques et éoliennes. Ça reste des choses un petit peu techniques, mais qui sont réalisables et qui peuvent être produites justement par les agences régionales de l'énergie ou par les agences de surveillance de la qualité de l'air qui portent et animent les dispositifs d'observatoires régionaux et peuvent fournir des données sur vos territoires. Merci Hervé. Je rajouterais juste que l'essentiel, c'est aussi de justement préciser la méthode et les données qui ont été utilisées en entrée. Ça fait partie des recommandations. Merci Hervé et Camille. On a encore 2 petites questions, mais elles sont plus d'ordre de compréhension. Donc là, soit on peut y répondre rapidement peut-être, soit enfin pour la suite, il faudra, peut-être refaire un point à la fin si jamais il y avait des incompréhensions à lever. Parce que finalement le schéma, a fait beaucoup parler de lui, hein, en page précédente. Donc une question sur les pompes à chaleur qui prennent les calories dans l'air ambiant. La demande, c'est est-ce que toutes les pompes à chaleur ne sont pas considérées comme productrices d'ENR ou seulement les RR ou encore sous critères de COP? Et deuxième question, les déchets renouvelables dans le graphe affiché là. Voilà. Donc ça, est-ce qu'en 1 minute, tu peux répondre Hervé? Et la prochaine session, on va, je pense, devoir se concentrer vraiment sur les questions en lien avec les indicateurs et la planification, peut-être plus directement des questions de méthodo. On a écoulé le temps d'échange. Ok. Alors très, très rapidement, oui, c'est bien uniquement les pompes à chaleur qui viennent puiser les calories dans le sol ou dans les nappes qu'il faut prendre en compte. Et puis sur la filière déchets renouvelables, en fait, on vient chercher ici la production d'énergie qui est produite en fait soit par les incinérateurs, donc avec récupération d'énergie, donc soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'électricité. On considère que dans ce qu'on appelle maintenant ces unités de valorisation énergétique, ne doit être pris en compte finalement dans la production d'énergie que une part de 50% qui est renouvelable, en fait, voilà, qui correspond à une part renouvelable des déchets. Et puis on vient ajouter également est-ce que tu peux revenir sur le schéma? J'ai un petit doute. Ou je peux le faire aussi. Voilà. Ouais, donc c'est uniquement ça, puisqu'à côté de ça, on a la filière biogaz. La filière biogaz qui peut être aussi alimentée par les installations de stockage de déchets non dangereux. Donc ce sont les centres d'enfouissement en fait, des déchets, sur lesquels on peut avoir des unités de captage du biogaz et de valorisation, encore une fois, soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'électricité, ou pourquoi pas pour être injecté dans les réseaux de gaz naturel. Voilà, donc déchets renouvelables, on est sur la partie incinération. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la suite et on aura un deuxième temps d'échange à la fin pour revenir sur des éléments si besoin. Donc, partie suivante, les émissions de gaz à effet de serre. Oui, alors, c'est moi. Oh, pardon. Donc, on repasse une question quiz. Donc, la question, c'est la commune de Nabo émet 30 tonnes de gaz à effet de serre par an.
alors que la Cité de l'Étoile Noire émet 60 tonnes de gaz à effet de serre par an. Laquelle des deux, donc Nabo ou l'Étoile Noire, émet-elle le plus? Réponse A, est-ce que c'est Nabo? Les réponses 2, est-ce que c'est l'Étoile Noire? Réponse 3, est-ce que c'est égalité? Ou réponse 4, est-ce qu'on ne sait pas? Alors, on voit surtout 2 réponses apparaître. On va être 80 à peu près à avoir répondu pour l'instant. Ok, bon, ça se stabilise. Donc, vous êtes à peu près la moitié à avoir répondu « on ne sait pas ». Et puis, un tiers à avoir répondu « l'Étoile Noire ». Donc, la réponse est effectivement « on ne sait pas ». Parce qu'on n'a effectivement pas précisé le périmètre. Donc déjà, sur quel gaz à effet de serre on est? Est-ce qu'on est juste sur du CO2? Est-ce qu'on a intégré d'autres gaz à effet de serre? Est-ce qu'on parle uniquement des émissions directes ou des émissions indirectes? Est-ce qu'on est en indicateur d'émissions absolues ou est-ce qu'on est en indicateur d'émissions par habitant? Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser à la lecture de cette question. Et du coup, les recommandations qu'on a fait dans cette nouvelle plaquette du Club STEP sont effectivement de toujours déjà préciser le format de rapportage, encore une fois. Est-ce qu'on est sur un format de rapportage lié au plan climat, air, énergie territoriaux? Donc le format de rapportage des PCAET sur les émissions de gaz à effet de serre est un petit peu particulier, parce que notamment pour tout ce qui est consommation d'électricité et de chaleur, on va considérer les émissions indirectes liées à cette électricité et cette chaleur consommée à l'endroit où l'électricité et la chaleur sont consommées. Donc typiquement, on va avoir des émissions de CO2 indirectes dans le résidentiel et dans le tertiaire liées à cette électricité et cette chaleur. Mais à contrario, on ne va pas considérer d'émissions directes dans le secteur branche énergie où il y a de la production d'électricité et de chaleur. Donc ça, c'est vraiment un rapportage très particulier au format de rapportage plan climat, air, énergie territoriale qui est un petit peu à cheval entre ce qu'on peut appeler du scope 1 habituel, là où on n'est que sur des émissions directes, et du scope 2 où on intègre aussi les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité et de chaleur qui sont consommées sur le territoire. A contrario, le format SECTEN, donc, dont on a pu entendre parler notamment quand on veut comparer le rapportage des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Le format SECTEN, lui, il est uniquement sur des émissions territoriales dites de scope 1, donc les émissions directes du territoire. Scope 1, donc les émissions directes du territoire. Et puis, certaines collectivités vont vouloir aller plus loin pour prendre en compte ce qu'on appelle le scope 3, qui représente l'ensemble des émissions indirectes de gaz à effet de serre, donc notamment tout ce qui est amont et aval sur les produits qui sont consommés, qui sont détruits ailleurs que sur le territoire. Et puis après, il y a aussi préciser l'ensemble des différents gaz à effet de serre qui sont pris en compte. Est-ce qu'on est uniquement sur du CO2, éventuellement du méthane et du protoxyde d'azote? Est-ce qu'on a aussi intégré l'ensemble des gaz fluorés, sachant que c'est bien l'ensemble de ces 7 gaz fluorés qui sont, enfin de ces 7 gaz à effet de serre, pardon, qui sont précisés dans le document, qui doivent être pris en compte pour réaliser un plan climat air-énergie territorial. Il faut aussi préciser quels sont les pouvoirs de réchauffement globaux utilisés, donc la manière de traduire ces gaz à effet de serre en une tonne équivalent CO2 pour que ce soit comparable. Est-ce qu'on est sur des coefficients qui datent de 2007? Donc les coefficients qui sont utilisés aujourd'hui pour le rapportage national, ou est-ce qu'on est sur les nouveaux coefficients du GIEC de 2013, ce qui est la recommandation pour
pour répondre au reporting des plans climat, air, énergie territoriaux. Donc là, on se rend compte aussi que si on veut comparer les émissions d'un territoire dans son plan climat, il faut faire bien attention à ne pas comparer directement ces émissions avec les émissions nationales du reporting pour la Convention 4 des Nations Unies pour les changements climatiques. Et puis, encore une fois, il y a aussi l'impact, comme pour les consommations d'énergie, du climat. Certains territoires vont vouloir corriger leurs émissions de gaz à effet de serre en fonction du climat pour avoir des émissions à climat constant, dit aussi climat normal. Et là aussi, c'est encore des choses qu'il faut préciser. Est-ce qu'on est à climat réel ou à climat normal? Je passe la main à Hervé pour la séquestration carbone. Merci Camille. Et donc on enchaîne tout de suite avec une nouvelle question. Donc Suzy, si vous pouvez afficher la question. Merci. Donc question sur le stockage de carbone et on vous demande cette fois-ci, à votre avis, sur quel poste le stockage de carbone est-il le plus important? Donc est-ce que c'est au niveau des sols agricoles? Est-ce que c'est au niveau des sols forestiers? Est-ce que c'est au niveau de la biomasse aérienne? Ou est-ce qu'on ne sait pas? Bon, on arrive. Il y a encore quelques votes, mais on a une grosse majorité de réponses sur les sols forestiers. Voilà, donc je vous propose de clôturer le sondage. Alors, c'est encore une fois, on ne sait pas. Tout simplement parce qu'on ne sait pas encore précisément de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de stockage total ou de stockage de carbone additionnel? Donc pour vous illustrer un petit peu cette problématique-là, et là encore bien vous montrer que dans les recommandations de la note, il est important de bien préciser à chaque fois de quel indicateur on parle. Vous avez ici sur ces deux graphiques les résultats en termes de stockage de carbone dans les sols agricoles, forestiers, dans la biomasse aérienne en région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça c'est le graphique du haut. Donc on est sur une valeur de stockage total. Et puis sur le graphique du bas, vous avez le stockage annuel de carbone, c'est-à-dire en fait les flux supplémentaires qui sont stockés chaque année. Donc on voit bien dans le stockage global que la majorité finalement du carbone stocké, il se situe plutôt au niveau des sols, hein, à égalité entre les sols agricoles et les sols forestiers, donc en orange et en marron sur le graphique du haut. Et puis finalement que le stock de carbone dans la biomasse et notamment dans les forêts ne représente, n'est couvert que par la forêt que par un quart finalement. En revanche, quand on est sur une approche annuelle, donc plutôt sur une approche flux, hein, donc du stockage additionnel, eh bien on se rend bien compte là que les sols agricoles notamment ne représentent plus que 15% du stockage additionnel et que la grosse majorité finalement des flux de carbone qui peuvent être stockés chaque année se situe bien au niveau de la biomasse aérienne et notamment, encore une fois, voilà. Bien voir aussi évidemment qu'en termes de stock, on est en millions de tonnes de carbone sur le graphique du haut. En termes de flux annuel, évidemment, on est plutôt en milliers de tonnes, donc avec des valeurs qui sont bien plus basses chaque année. Donc au niveau des recommandations, je l'ai dit, il est pas important de préciser l'approche, hein. Est-ce qu'on est sur une valeur de stock ou une valeur de flux? De bien préciser encore une fois les postes pour pouvoir comparer les choses. Est-ce qu'on prend bien en compte l'ensemble des sols et l'ensemble de la biomasse aérienne? Les informations sur les haies, par exemple, ne sont pas toujours disponibles. Et puis une recommandation qui est importante, hein, sur cette partie stockage carbone, c'est qu'il faut bien prendre en compte finalement ce secteur de manière isolée par rapport aux autres secteurs qu'on prend en compte dans les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, donc à savoir secteur résidentiel, tertiaire,
industriel, transport, agriculture et puis déchets, de façon notamment à pouvoir définir des objectifs spécifiques pour la séquestration de carbone et à bien finalement isoler les objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc sur les secteurs cités précédemment, et puis les objectifs sur la séquestration supplémentaire. Je redonne la main, Camille, sur la qualité de l'air extérieur. Alors, merci. Donc, une nouvelle petite question quiz. Donc, laquelle de ces affirmations sont vraies quand on parle de qualité de l'air? Donc, il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, première réponse, le transport routier est le principal émetteur d'oxyde d'azote, donc les NOx, en France. Deuxième réponse, le transport routier est le principal émetteur de PM10, donc de particules fines, en France. Troisième réponse, le résidentiel tertiaire est le principal émetteur de dioxyde de soufre, le SO2, en France. Dernière réponse, proposition, l'agriculture est le principal émetteur d'ammoniac, NH3, en France. Voilà, ça se stabilise. Donc on voit apparaître effectivement notamment les propositions 1 et 4. Donc le transport routier est le principal émetteur d'oxyde d'azote en France et l'agriculture est le principal émetteur d'ammoniac en France. Quelques réponses aussi pour le transport routier est le principal émetteur de particules fines. Donc c'est bien les réponses 1 et 4 sont les bonnes. Donc on a bien le transport routier émetteur d'oxyde d'azote et l'agriculture émetteur d'ammoniac. Donc si on reprend la répartition des émissions nationales, donc c'est le rapport du CITEPA, de l'inventaire SECTEN, où on voit dans le cercle inférieur à chaque fois la répartition qu'il y avait en 1990 et dans le cercle extérieur la répartition qu'il y a en 2017. Donc le premier graphique en haut à gauche, ça va être la répartition des émissions d'oxyde d'azote et on voit bien en violet plus de 60% des émissions d'oxyde d'azote qui sont liées au transport, notamment le transport routier. Ce pourcentage a un petit peu baissé depuis 1990, mais reste toujours le secteur prépondérant. Pour le deuxième graphique en haut à droite, donc c'est les émissions de particules fines, les PM10. Donc là, vous étiez quand même un certain nombre à penser que c'est le transport routier qui représente la majeure source d'émissions de particules fines en France. Or, ce n'est pas le transport routier, donc le transport routier c'est le violet, c'est plutôt du coup la partie vert clair, le résidentiel tertiaire et notamment le chauffage au bois, qui représente 33% des émissions de PM10 en France en 2017. Et il y a également l'industrie manufacturière en bleu, 31%, et l'agriculture qui représente aussi une source non négligeable de particules PM10, notamment avec le travail des sols. Et le graphique du dessous, c'est les émissions de SO2, donc de dioxyde de soufre, où là on voit que ça a assez évolué finalement entre 90 et 2017. En 2017, c'est vraiment l'industrie manufacturière en bleu foncé et tout ce qui est production d'énergie également en bleu clair qui représente la majeure source d'émissions de dioxyde de soufre en France. Bon, je n'ai pas remis le graphique pour l'ammoniac. L'ammoniac, c'est effectivement l'agriculture à peu près 90%, plus de 90%, qui est la principale source en France. Alors, juste une recommandation importante, une information importante sur la qualité de l'air, c'est de bien distinguer la différence entre une émission et une concentration. Quand on parle d'un diagnostic dans les plans climat, air et énergie territoriaux, c'est un diagnostic en termes d'émissions de polluants. Quand on parle d'une émission, ça va vraiment être le diagnostic de ce que émet l'activité du territoire. Ça va faire, voilà, ce qui sort de ma cheminée, de mon activité, de mon pot d'échappement.
alors qu'une concentration dans l'air, ça va être ce qui est mesuré par nos appareils de mesure qui sont présents sur tous les territoires et qui représentent du coup ce qu'on respire réellement en tant que population. Donc les deux notions sont importantes, mais entre les deux, il y a plein de choses qui se passent. Il y a notamment la météo qui a son impact assez fort, avec du coup du transport de polluants, des polluants qui peuvent s'accumuler, qui peuvent se disperser, qui peuvent se transformer en fonction aussi des transformations physico-chimiques dans l'atmosphère. Et voilà, du coup, quand on veut parler d'impact sur la santé, c'est plutôt de concentration dans l'air qui vont avoir un impact sur la santé. Donc c'est important d'intégrer un diagnostic local sur cette qualité de l'air, de parler, en plus des émissions, de parler aussi des concentrations dans l'air en donnant des éléments sur les stations de mesure qui peuvent être présentes. Et puis, c'est aussi important d'étudier chacun des polluants de manière individuelle, parce qu'ils ont des sources très différentes et ils ont aussi des impacts sur la santé très différents. Voilà, donc il ne faut pas sommer des oxydes d'azote avec des particules fines PM10 par exemple. Ça n'a pas de sens d'un point de vue impact sur la santé. Et puis alors pour finir, avant de lancer le dernier élément d'échange, où trouver les données. Donc dans chaque région de France, vous allez avoir des observatoires air, climat, énergie qui sont présents, qui sont repris ici. Alors il y a juste le logo d'Air Paris qui s'est retrouvé à droite là, alors qu'il devrait être au niveau de l'Île-de-France. Un problème d'affichage. Donc on retrouve bien les observatoires air, climat, énergie qui peuvent être gérés par différents partenaires. Donc aussi bien des agences régionales énergie-climat qu'on voit à gauche, ou des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air qui peuvent gérer soit la partie qualité de l'air uniquement, soit l'ensemble des thématiques en fonction des régions. Voilà, donc n'hésitez pas, après si vous avez des questions plus particulières sur les indicateurs, lesquels utiliser, des données méthodologiques et bibliographiques nécessaires à vous rapprocher de vos observatoires régionaux, aussi bien air climat que qualité de l'air, que air climat énergie, pardon. Et du coup, je laisse la main de vous pour la deuxième partie d'échange. Merci beaucoup. Voilà pour cette présentation. On a un petit temps d'échange avant de finaliser la conférence. Alors peut-être pour lancer un peu le débat, j'ai 2 questions là, qui apparaissent dans le chat. La première, c'est comment on compte l'agroforesterie? Est-ce que c'est en agricole ou en forestier par rapport à la question de séquestration de carbone? Et la deuxième question, comment comptez-vous les émissions de gaz à effet de serre du bois énergie? Oui, alors pour l'agroforesterie Joker, là j'ai pas de réponse à donner. Je vais me renseigner effectivement pour pouvoir apporter une réponse là-dessus, mais voilà, je voudrais pas dire de bêtises. Et la deuxième question, c'est les émissions de gaz à effet de serre du bois énergie, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, tout dépend. Peut-être que tu voudrais compléter, Camille, ou commencer par répondre, mais tout dépend en fait dans quel format de restitution des données on se situe. Est-ce qu'on est sur une approche vraiment émission à la source, ou plutôt une approche dans le cadre de l'élaboration des plans climat? Si c'est une approche élaboration des plans climat, en fait, on s'appuie sur le principe de neutralité carbone du bois énergie. C'est-à-dire finalement que la combustion du bois énergie va émettre autant de gaz à effet de serre que finalement le carbone qui a été absorbé par la biomasse au moment de sa croissance. Et donc cette hypothèse-là aussi repose sur un postulat qui est de dire qu'en France, on considère que notre forêt est gérée durablement et que donc on ne prélève pas
davantage de bois qu'il n'en croît finalement chaque année. Voilà, ça c'est important. Sinon, ça voudrait dire finalement qu'on vient importer du bois de régions lointaines et qu'on n'est finalement pas sur une démarche finalement de gestion de la ressource qui permette finalement de considérer qu'elle est renouvelable. Je te laisse compléter peut-être Camille pour l'approche émission source finalement. Oui, alors effectivement du coup le CO2 va être considéré en tant que CO2 biomasse et va être rapporté à part, vraiment. Il ne sera pas pris en compte dans le pouvoir de réchauffement global gaz à effet de serre total. Par contre, du coup, on peut quand même intégrer des émissions de méthane liées à cette combustion de bois énergie, et on va du coup voir apparaître quand même des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion du bois énergie. Mais si vous souhaitez avoir un bilan global, il faut demander en plus le CO2 biomasse en complément des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être transmises. Merci. Alors, une nouvelle question pour Camille, peut-être. Peut-on intégrer les indicateurs Atmo dans le PCAET? Alors, si on parle d'indicateurs du coup de concentration en plus des indicateurs d'émissions, oui, c'est tout à fait possible. Il y a d'ailleurs beaucoup de territoires qui le font et on l'encourage justement dans cette publication du Club STEP pour avoir une approche un peu plus globale et intégrer plus l'impact sur la santé, effectivement. On fait aussi de la modélisation du coup sur l'ensemble des territoires. On est en capacité de transmettre des données de concentration et de population impactées par la qualité de l'air sur l'ensemble des territoires. Alors, les questions arrivent. J'ai pas forcément tout vu parce que ça va assez vite, mais il y a des commentaires pour proposer du suivi de particules. Y a-t-il des méthodes d'évaluation du carbone stocké dans les sols forestiers agricoles, des méthodes simples? Alors, je pense qu'il y a des outils qui existent, oui, notamment des outils ADEME. Tout à fait. Sur les sols. Ouais, vas-y, je te laisse répondre si tu souhaites. Oui, il y a effectivement des outils ADEME qui existent. L'outil qui s'appelle Climagri et qui est adossé à la démarche qui porte le même nom et qui en fait consiste à réfléchir sur les actions à mettre en place au niveau du secteur agricole, donc sur un territoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est après sur des approches de pratiques culturales notamment. Et puis tout dernièrement, il y a également un outil qui s'appelle l'outil Aldo, également donc développé par l'ADEME et qui fournit des informations à l'échelle territoriale également pour connaître du coup des estimations sur la séquestration de carbone sur ces postes-là. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur la prise en compte des pratiques liées à l'élevage dans l'estimation des GES de l'agriculture. Est-ce que les émissions de méthane qu'elles intègrent les émissions de méthane en fait? Donc, les méthodologies d'élaboration des inventaires sur l'agriculture prennent en compte effectivement la distinction des gestions des effluents, des typologies de cheptel, des typologies de culture, etc. Et on peut avoir la distinction effectivement du coup en fonction des types d'élevage et de gestion des effluents. C'est pris en compte directement par les observatoires. Ouais. On s'appuie sur les données d'entrée en fait qui caractérisent le secteur agricole au niveau des territoires. Est-ce qu'on est sur un territoire plutôt tourné vers l'élevage ou tourné vers les grandes cultures, etc. Et typiquement dans les résultats, c'est des choses qui se ressentent directement en fonction des gaz à effet de serre qui sont émis. Beaucoup plus de CH4 par exemple sur des territoires tournés vers l'élevage, beaucoup plus de protoxyde d'azote sur des territoires tournés vers les grandes cultures, etc. Donc oui, ces informations-là, effectivement,
les caractéristiques du territoire permettent vraiment de voir après en termes de bilan de gaz à effet de serre, finalement après aussi pour pouvoir travailler sur les actions de réduction, c'est bien pris en compte effectivement. Peut-être une dernière question, après on va devoir s'arrêter. Sur la plateforme de dépôt du PCAET, concernant la séquestration carbone, il est demandé de quantifier la possibilité de développement en tonnes équivalent CO2. S'agit-il du flux annuel? Oui, c'est ça en fait. C'est la capacité à augmenter finalement le stockage de carbone sur le territoire. Donc on est bien sur une approche stockage supplémentaire, stockage additionnel, et donc sur un flux annuel supplémentaire. Merci beaucoup. Je pense que là, le temps nous oblige à arrêter. Alors j'espère qu'on n'a pas raté de questions. En tout cas, on a vraiment essayé de répondre à toutes. Donc on vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et puis on prépare avec le Club STEP un séminaire de travail pour aller plus loin sur l'utilisation, le choix de l'utilisation, la mise en œuvre des indicateurs climat, air, énergie qui aura lieu au mois de mai, le 13 mai. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter club.step@adem.fr. Vous pouvez envoyer un message, manifester votre intérêt et on vous diffusera de l'information quand elle sera disponible. Ok. Merci beaucoup. Oui, Et là, à moi. la parole est à Suzy. Du coup, je vous remercie Sarah, Hervé et Camille pour cette présentation. Une petite conclusion, donc simplement pour vous rappeler que le replay sera disponible sur le site de la PCC, donc d'ici quelques heures, et le support également, il sera sur le site et vous allez aussi le recevoir par mail. Donc pas d'inquiétude à ce sujet-là. Oui, c'est gratuit, hein. Tout est gratuit, vous pouvez tout consulter gratuitement, sans aucun problème. Sur notre site, vous pouvez aussi voir toutes les autres webconférences qu'on a faites. Donc il y en a un petit paquet, on en est à la 37e, donc il y a de la matière. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de l'outil Aldo. On a une webconférence qui a été faite sur cet outil, l'outil Aldo. Donc vous pouvez aller voir sur le site. Aussi vous dire que si jamais il y a parmi vous des bureaux d'études là dans la salle, on va dire, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on discute ensemble de ce qu'on peut faire, notamment par exemple nos groupes de travail, les webconférences qu'on réalise actuellement, faire partie de notre annuaire. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on voit ça ensemble. Et enfin, si au contraire vous êtes plutôt une structure qui recherche des conseils ou un prestataire sur ces sujets-là, n'hésitez pas surtout à aller consulter notre annuaire qui est classé par zone géographique, par clé de compétences aussi. Donc vous pouvez chercher vraiment l'expert qu'il vous faut à ce sujet-là. Et enfin, si vous recherchez de la visibilité sur nos événements ou pour faire un partenariat, on peut aussi travailler ensemble sans souci. Alors, est-ce qu'on travaille avec des ALEC? Il faut que je pose la question à ma collègue. Moi, je n'ai pas l'information, mais c'est fort possible, hein. On travaille avec pas mal de monde, donc ça ne serait pas surprenant. Également, donc, avant de vous dire au revoir, juste vous préciser qu'on a un partenariat avec Actu Environnement et qu'en tant que participant à cette webconférence, vous pouvez avoir moins 15% sur votre adhésion. Je dis adhésion parce qu'on est une association, à chaque fois je me trompe. Sur votre abonnement, pardon. Moins 15% sur votre abonnement à Actu Environnement. Donc là, je vous mets dans le chat un petit code que vous pouvez utiliser pour bénéficier de ces moins 15%, que vous recevrez également par mail. Voilà. Et dernière petite information, et après je vous laisse tranquille. Vous allez aussi recevoir un questionnaire par mail que j'ai aussi mis dans le chat. C'est important pour nous que vous y répondiez, ça nous permet de savoir si ça vous a plu, si ça vous a intéressé et ce qui serait à améliorer. Donc n'hésitez pas à y répondre. En plus du petit pop-up que vous allez recevoir de Webikeo, qui quand vous allez fermer, vous allez pouvoir mettre 3 étoiles, enfin un nombre d'étoiles à cette conférence, mais ce questionnaire-là est un peu plus poussé, donc il nous intéresse aussi. Voilà, j'en ai fini
avec cette présentation. Donc je vous remercie encore une fois tous d'avoir participé. Merci à nos intervenants et à bientôt pour une prochaine webconférence de la PCC. Merci, au revoir. Au revoir.